La parole est désormais à M. Jean-Noël Barrot pour le groupe du Mouvement démocrate et apparenté pour une durée de 10 minutes maximum. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, Bruno Le Maire l'a rappelé, le contexte macroéconomique reste marqué par des tensions commerciales entre les États-Unis et ses partenaires aussi vives qu'imprévisibles, ainsi que par un Brexit aux contours et échéances incertains. Dans ce contexte généralement peu favorable à la confiance des acteurs économiques, la France sort son épingle du jeu avec une croissance qui devrait être, pour la première fois depuis plus d'une décennie, supérieure à celle de l'Allemagne, avec 1,4% en 2019 et pour les 3 années suivantes. Dans ce contexte, le déficit pour 2018 s'établit à 2,5 points de PIB, son plus bas depuis 2007. Il devrait dépasser les 3,1 points en 2019 du fait de la bascule du CICE en baisse de charge, avant de reprendre sa baisse jusqu'en 2022. Mais cette situation n'est pas totalement satisfaisante pour autant. Si les indicateurs sont en amélioration, ils le sont à un rythme beaucoup plus lent que ceux de nos partenaires européens. Et si elle est sortie de la procédure pour déficit excessif, la France est désormais le seul pays dans lequel la dette, exprimée en pourcentage de PIB, n'a pas commencé à se réduire. Faut-il s'en inquiéter pour autant ? La question se pose alors que, Gérald Darmanin l'a rappelé à l'instant, le 18 juin dernier, pour la première fois de son histoire, le taux d'emprunt à 10 ans de la France est passé en territoire négatif. Et certains économistes, au premier rang desquels Olivier Blanchard, considèrent que sur longue période, si les taux d'intérêt sont plus faibles que le taux de croissance de l'économie, une baisse du ratio d'endettement public ne nécessite pas que les recettes publiques soient supérieures au niveau des dépenses primaires. Une hausse temporaire des dépenses ne se traduit pas, selon ces théories, par une hausse durable du ratio d'endettement public et il peut donc être légitime de s'endetter pour financer des investissements de nature à accroître la croissance potentielle du pays, à condition bien sûr de ne pas phagocyter l'investissement privé et de ne pas s'endetter pour financer des dépenses de fonctionnement. Ce raisonnement a le mérite de nous inviter à réfléchir sur la distinction que nous devons faire de manière plus fine entre dépenses de fonctionnement et dépenses d'investissement. Mais ce raisonnement ne tient pas compte des engagements européens de la France qui nous obligent et conditionnent le crédit et la parole de la France sur la scène européenne. À cet égard, nous saluons l'accord sur le budget de la zone euro qui a été obtenu par le ministre de l'Économie et des Finances, ainsi que la vigueur avec laquelle il rappelle régulièrement à nos partenaires allemands qu'il leur revient à eux aussi d'investir pour soutenir la croissance européenne. Par ailleurs, les taux d'intérêt négatifs sur la dette ne doivent pas nous exonérer de réduire les dépenses inefficaces. C'est ce que les Français ont demandé avec force lors du grand débat national et c'est l'unique manière de faire baisser durablement la pression fiscale. Le projet de loi de finances 2020 que nous examinons cet automne doit donc être l'occasion de trouver des marges de manœuvre. Le gouvernement a souhaité revenir sur un certain nombre de dépenses fiscales et sociales qui sont soit inefficaces, soit injustes. Le rapport sur l'orientation des finances publiques fait état de 3 champs particuliers qui ont été rappelés. Les niches anti-écologiques, les niches concentrées sur les très grandes entreprises et les niches qui produisent des effets d'aubaine et réduisent les droits sociaux des salariés. Ainsi, la réduction de taxes sur le gazole non routier pourrait disparaître progressivement et rapporter 900 millions d'euros. Deuxièmement, comme le proposent nos collègues Carrez et Giraud, certains des avantages fiscaux associés aux dons ou mécénat des grands groupes pourraient être corrigés sans compromettre, nous y veillerons, la vitalité de la philanthropie française. Et puis, grâce au travail de notre rapporteur général, ce sont certaines imperfections du crédit impôt recherche qui pourraient être corrigées également. Enfin, la déduction forfaitaire spécifique pourrait être supprimée elle aussi progressivement. Mais quitte à revenir sur certains allègements de cotisations patronales, une option plus ambitieuse aurait pu être celle que préconise le Conseil d'analyse économique de revenir sur les allègements de cotisations sur les plus hauts salaires qui n'ont pas encore fait la preuve de leur efficacité en matière de compétitivité des entreprises, bien que j'ai compris que le ministre de l'économie ne favorisait pas cette option. D'autres dépenses fiscales ou sociales mériteraient d'être examinées de près. L'introduction du prélèvement forfaitaire unique pourrait justifier que certaines exceptions, certaines niches qui ne produisent pas les effets escomptés puissent être remises en cause. C'est le cas d'un certain nombre de régimes fiscaux favorables en matière d'épargne, comme, et c'est un exemple, le doublement des plafonds de l'épargne réglementée décidé lors de la précédente mandature et dont le coût pour les finances publiques est estimé à au moins 1,5 milliard d'euros.
Pour rappel, en 2012, le plafond des dépôts du livret A a été rehaussé de 15 300 € à 19 125 €. Et depuis, tous les rapports montrent que le niveau actuel des plafonds excède celui de l'épargne de précaution, est au-dessus de la capacité d'épargne financière des ménages modestes, voire des classes moyennes, et qu'il excède par ailleurs les besoins de financement du logement social. Voilà un exemple parmi d'autres en matière d'épargne que les réformes que nous avons entreprises pour améliorer la fiscalité de l'épargne permettent aujourd'hui de mettre sur la table. Nous ne devons pas nous contenter de préserver nos recettes, nous devons agir directement en dépenses. France Stratégie a montré qu'en comparaison des pays européens, la France se distingue par le coût de l'administration générale de l'État qui se situe un demi-point au-dessus de la moyenne européenne. Un demi-point de PIB, ça représente 10 milliards d'euros. Et par ses dépenses de soutien à l'économie marchande qui se situe un point de PIB au-dessus de la moyenne. C'est donc un surcoût de 20 milliards d'euros par rapport à nos partenaires européens. Et c'est la raison pour laquelle il fallait repenser et maîtriser la dépense de l'État en matière de logement ou de politique de soutien à l'emploi par l'intermédiaire des contrats aidés et dont les travaux d'évaluation avaient révélé les failles et les inefficacités. C'est aussi pour ces raisons que des décisions ont été prises, ont été annoncées dans d'autres domaines sur lesquels nous serons amenés à travailler cet automne dans le cadre de la discussion budgétaire. La recherche d'économies budgétaires ne suffit pas en elle-même. Nous aurons, dans les mois à venir, à engager les réformes structurelles nécessaires à la modernisation de notre système social. Réforme de l'assurance chômage pour responsabiliser les acteurs du marché du travail et inciter à la reprise d'activité. Réforme des retraites pour plus de transparence et plus d'équité. Lutte contre la pauvreté avec la création du revenu universel d'activité par le rapprochement des allocations sociales. Défi du vieillissement et de la dépendance. Et enfin, soutien aux familles, un sujet sur lequel le mouvement démocrate et ses députés fera des propositions cet automne. Nous aurons aussi à discuter, ça a été rappelé, de la réforme de la fiscalité locale, la suppression de la taxe d'habitation et la révision attendue des valeurs locatives des locaux d'habitation qui prendra du temps et qui n'est pas sans susciter quelques inquiétudes. Là aussi, le mouvement démocrate et apparenté a ouvert une réflexion sur le sujet et fera un certain nombre de propositions cet automne. L'examen du projet de loi de finances doit enfin être l'occasion de tirer les conséquences des travaux d'évaluation des politiques publiques conduits par notre Assemblée et de développer de nouveaux outils pour affiner et éclairer nos décisions. Tout d'abord, le travail de fond mené au cours du printemps de l'évaluation, qui vient de se conclure avec le vote de la loi de règlement, permettra, nous l'espérons, d'inspirer le gouvernement dans la préparation estivale du budget avant sa discussion automnale au Parlement. Nous devons aussi, au moment de la discussion budgétaire, informer nos décisions de manière un peu plus précise. Cette année, et c'est une bonne nouvelle, l'une des principales mesures du budget sera la réduction d'impôt sur le revenu de 5 milliards que le président de la République a souhaité à l'issue du grand débat national. 17 millions de foyers verront ainsi leur impôt sur le revenu diminuer dès janvier 2020. 12 millions de foyers situés dans la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu devraient bénéficier pleinement de la réforme avec un gain moyen de 350 € par foyer et 5 millions de foyers situés dans la deuxième tranche à 30% bénéficieront d'un allègement de 180 €. Pour discuter cette réforme de l'impôt sur le revenu, nous disposerons pour la première fois d'un outil développé par la Commission des finances et la direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information et de communication de l'État. Ce logiciel nommé Lex-Impact permettra à chaque député de mesurer en direct les effets de son amendement sur les finances publiques et sur la distribution des revenus. Autrement dit, les amendements qui seront discutés sur l'impôt sur le revenu cet automne pourront être, leurs effets pourront être mesurés sur des cas types. Quel est l'effet sur un couple de retraités, quel est l'effet sur une femme célibataire avec enfant, mais aussi leur effet sur les finances publiques et sur la distribution des revenus. Nous devons aller plus loin dans ces évaluations qui précèdent nos décisions et tenir compte de l'urgence climatique dans nos choix budgétaires.
À l'initiative de notre collègue Bénédicte Peyrol, il a été décidé à l'occasion du budget 2019 de consolider l'ensemble des financements et des recettes concourant aux objectifs environnementaux en un seul document, plus clair et plus lisible. Et dans ce but, un nouveau document budgétaire sera présenté dès le PLF 2020 qui nous sera très précieux et nous incitera collectivement à prendre des décisions vertueuses en matière d'environnement. Nous saluons également le succès de l'OAT verte dont l'encours s'établit après un certain nombre d'émissions au premier semestre 2019 à 19 milliards et qui doit permettre de financer un montant équivalent de dépenses vertes. Voilà ce qui est devant nous, mes chers collègues. Et dans le cadre de ce débat d'orientation budgétaire, souhaitons que toutes les leçons soient tirées des travaux d'évaluation que nous avons pu réaliser ce printemps pour que les débats de cet automne soient les plus fructueux possibles. Je vous remercie.